Bonjour, merci d'être avec nous. C'est la FIDI donc aujourd'hui qui vous accueille avec M2J Avocats. Chacun, des intervenants, Marc Millesi, Juliette Mel et son équipe vont vous dire qui ils sont et quelles sont leurs, voilà, leurs activités. Mais moi, je suis déjà, très heureuse en tant que directrice déléguée de la FIDI et avec Estelle Lecé qui est, donc dans l'équipe de la FIDI, de vous accueillir pour ce premier er FIDI Club Connect, donc webinaire, sous l'angle et avec la thématique des responsabilités du diag en open access. Alors, pour ceux qui ont déjà suivi certains webinaires du FIDI Club Connect, nous avons lancé en 2023 un cycle qui était plutôt métier. On les appelle effectivement les thématiques métiers. Et aujourd'hui, on est vraiment très heureux avec Marc qui inaugure, mais avec le cabinet M2J, d'ouvrir cet autre regard sur le diagnostic immobilier sous l'angle des responsabilités en open access, c'est-à-dire que pour aujourd'hui, et on en est ravis, nous avons lancé cette invitation à l'ensemble de, voilà, des contacts que nous avons dans nos bases. Donc, vous allez être assez nombreux et on remercie déjà tous ceux qui sont avec nous pour cette première session. Les sessions suivantes, alors je le dis d'avance, seront réservées aux adhérents de la FIDI, puisque à partir de cette ce premier balayage des questions du mesurage, nous rentrerons avec nos adhérents, pour ceux qui le souhaitent évidemment et qui souhaitent le devenir, dans des cas pratiques. Et là, on sera sur un public d'adhérents et peut-être probablement en plus petit comité pour pouvoir creuser des échanges. Alors, une chose que je vais dire tout de suite, nous sommes et vous êtes en webinaire. Donc, ce webinaire, vous n'avez pas de caméra ouverte et vous n'avez pas la parole. En revanche, vous avez une petite rubrique, si vous touchez votre souris en bas de l'écran, questions et réponses. N'hésitez pas à poser des questions et à poser des observations éventuellement dans cette rubrique QR. Selon le nombre d'entre vous qui sont connectés, le nombre de questions, je ne peux pas m'engager à ce qu'on réponde à toutes les questions au cours de cette séance qui ne dure qu'1 heure. Mais en tout cas, on en prendra en charge le maximum en fin de séance, voire pendant, si c'est des demandes de précision. Donc, ce webinaire fait suite à toute une série qui a eu lieu déjà en 2023. Elle est enregistrée, cette séance, et elle sera disponible en replay. Les questions dans le question-réponse. Et on va donc entrer tout de suite dans ce premier FIDI Club Connect sur les responsabilités du diag en open access au sujet du mesurage. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, par un petit mot d'introduction de Marc qui va nous dire finalement comment et pourquoi il a créé sur Facebook, il y a déjà plus d'1 an et demi, un groupe mesurage. Et finalement, aujourd'hui, quel est l'état des lieux de ce groupe? Oui, alors pourquoi nous avons créé effectivement à la FIDI, hein, puisque ce n'est pas simplement le travail de Marc Millesi. Alors avant toute chose, je tiens à me présenter. Alors, effectivement, je suis administrateur de la FIDI depuis 2 ans, mais avant tout diagnostiqueur immobilier. Alors, je suis le gérant bien évidemment de la société Nice Diagnostic, mais je suis diagnostiqueur immobilier et effectivement, lorsqu'on est sur une mission de mesurage, ou alors une mission de diagnostic, on a toujours ces difficultés à se dire: «Qu'est-ce qu'on doit faire?» Et effectivement, le mesurage, c'est plutôt, très, très compliqué. Donc on a voulu effectivement définir dans ce premier webinaire, un cadre général pour 2 choses. La première chose, c'est effectivement tout ce qui est législatif et bien évidemment, vu qu'on a beaucoup de difficultés avec la législation puisque c'est un cadre général et bien évidemment tout ce qui est les cas particuliers ne sont pas forcément bien gérés, la jurisprudence. Donc il y a 2 bien discerner les 2, hein, la législation, ce qui est vraiment acté dans la loi et ce qui est du cadre de la jurisprudence. Alors, effectivement, comme je vous ai dit, moi, je suis également diagnostiqueur immobilier et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas particuliers, malheureusement, qui ne sont pas cadrés dans le cadre législatif et on est obligé de se référencer à la jurisprudence. Alors effectivement, la loi, comme elle est éditée, alors pour les parties privatives ou pour les surfaces habitables, hein, puisqu'on reste, dans ce cadre assez simple de la surface habitable et de la surface privative.
Les lois en soi laissent beaucoup d'interprétations, notamment sur des cas particuliers. On verra de façon assez succincte à la fin, mais on a beaucoup de difficultés par rapport à ça. Il y a aussi, bien évidemment, le manque de formation. Pourquoi? Parce que malheureusement, le mesurage n'est pas cadré par une norme ou par une certification, alors que ça devrait l'être, mais c'est la seule discipline, on va dire, de notre métier qui n'est pas cadrée de façon vraiment très euh, rationnelle par rapport à une certification ou non. On comprend bien, Marc, pourquoi donc la FIDI, avec ton concours et ton animation, a créé ce groupe mesurage. Est-ce que Exactement. tu peux nous dire un petit mot de vos objectifs rapidement? C'est-à-dire quels sont finalement vos livrables, vos apports à ceux qui sont dans le groupe, mais aussi à la FIDI et aux adhérents qui ne sont pas encore dans le groupe? Alors, effectivement, de ce constat, on a effectivement tiré beaucoup de problématiques pour chaque diagnostiqueur et on a voulu effectivement orienter en fait ce projet sur un bilan déjà de tous les cas particuliers et d'essayer de voir, de comparer ce qu'il était fait de façon, on va dire, classiquement sur le terrain, et puis les cas particuliers pour lesquels nous n'avions pas de réponse et que malheureusement, parfois c'est très compliqué de les appliquer. Donc du coup, on a lancé ce groupe-là il y a 1 an et demi pour effectivement essayer de discuter avec les opérateurs et puis les diagnostiqueurs sur leurs problématiques de terrain, puisque bien évidemment, moi, je peux en attester de quelques-uns, mais bien évidemment, plus on a de retours de professionnels, et mieux c'est. Et donc, du coup, ce qui nous a permis pendant 1 an et demi de voir et de faire transcrire un petit peu toutes les problématiques de chacun. Tout ça pourquoi? Tout ça pour essayer d'homogénéiser les pratiques. Alors bien évidemment, pas de façon, complètement, non cadrée, hein, mais bien évidemment par rapport au cadre législatif et jurisprudentiel. Donc faire une étude jurisprudentielle pour essayer de répondre aux problématiques de chacun. Et ça, bien évidemment, pour essayer de cadrer tout ça sur un document formel et des fiches techniques qui permettra, pour chaque cas particulier, de répondre aux problématiques de chacun. Voilà. Très bien. Et puis, il y aura aussi des productions, c'est écrit, avec des fiches pratiques, avec des documents pour restituer un peu tout ça, et ça commencera par ce support, on en parlera à la fin, qui sera à disposition effectivement dans le groupe, mesurage. Alors, juste une petite précision. Donc ça, c'est un premier webinaire qu'on a voulu mettre à disposition à tous les diagnostiqueurs, donc pas simplement à nos adhérents, bien évidemment à la FIDI. Donc c'est le cadre général, c'est-à-dire celui qui prépare la mission. Et lorsqu'on est sur la mission, là, bien évidemment, on a tout l'aspect technique qui va entrer en jeu. Mais avant cela, c'est le cadre général, c'est-à-dire préparer la mission et lorsqu'on est sur place, savoir qu'est-ce qu'on va faire ou qu'est-ce qu'on ne va pas faire. Après, l'aspect technique, ça viendra sur un deuxième webinaire, donc qui concerne effectivement la surface habitable et la surface des parties privatives. Et ensuite, un troisième webinaire, alors celui-là est beaucoup plus compliqué sur tout ce qui est surface tertiaire. Voilà. Merci beaucoup. Alors, juste, d'abord merci et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Vous êtes très nombreux. Je répète, je redis simplement pour ceux qui n'étaient pas au tout début que donc on est en train de débuter sur le webinaire mesurage, qui fait partie d'une collection qui va avoir être déployée par la FIDI en 2024, qui s'appelle Les responsabilités du diag en open access, dans lequel donc on commence par ce sujet des mesurages. Ce n'est pas la peine de lever vos mains parce que je ne pourrai pas vous donner la parole. Certains l'ont déjà fait. En revanche, vos questions, vos observations dans le Q&R, questions et réponses, comprendra au maximum de tout ce qui aura été déposé à la fin de la présentation qui donc euh, dure 1 heure au total, mais pas 1 heure en présentation. Et je précise aussi qu'à 18h30 très précise, nous serons amenés à couper la diffusion, ou en tout cas dans les minutes qui suivront, et que notre deuxième intervenante qui ne va pas tarder à se présenter, Juliette Mel, avec son équipe, sera amenée de toute façon à nous quitter. Voilà, alors, ceci étant dit et rappelé, le cadre juridique, je vais aller très vite, c'est juste pour attirer l'attention de nos participants sur le fait que
Bien sûr, vous êtes baigné dans le code de la construction et de l'habitation, parfois, un peu le code de la santé publique pour certains avec l'amiante ou d'autres. En réalité, le cadre juridique de ces questions de mesurage, il est assez complexe puisque 4 codes entrent, on dirait en piste. Le code civil, le code de la construction et de l'habitation, le code général des impôts et le code de la santé publique. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, une vision de droit des codes, mais ensuite, on verra la jurisprudence, est particulièrement utile dans la question du mesurage. Marc, tu voulais aussi attirer l'attention de quelque chose que tout le monde pense savoir par cœur, Oui. et les obligations du diagnostiqueur qui découlent du CCH. Et autant la partie gauche, tout le monde se dit, bah oui, oui, bien sûr. Dans la partie droite, tu voulais nous en parler. Oui, alors effectivement, bon, ça c'est un diagramme que tout le monde connaît, effectivement, les articles qui régissent notre profession. Alors, il faut savoir qu'il y a très peu de professions qui sont soumises à une législation aussi soutenue, hein. Donc, du coup, une personne qui va vous dire, oui, j'ai 15 ans d'expérience, je sais tout, etc., c'est pas possible dans notre métier. Donc, la législation évolue sans cesse et on est obligé de faire une veille juridique, mais extrêmement poussée. Hein. Ça, c'est vraiment très important pour notre métier. Et malheureusement, on ne peut pas se contenter simplement de ce que l'on a pu faire la semaine d'avant ou un mois avant. Tout change et on le voit sur le DPE. Ça, c'était un premier point. Deuxième point, au niveau législatif, donc ce qui cadre notre métier, c'est ça. C'est le cœur de notre métier, donc les certifications et l'assurance. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est surtout l'article R 271-3 qui régit l'organisation et moyens appropriés. Alors, ça paraît vague comme ça, mais c'est sur cet article que très souvent on est pénalisé dans notre métier. Parce qu'on doit, sur la mission, et notamment sur la mission de mesurage, puisqu'on prend la responsabilité de ce que l'on va établir comme dossier ou mesurage, on doit mettre à disposition tous les moyens appropriés pour répondre à la problématique que l'on a. Et ça, j'insiste sur sur ce fait-là, et après je vais aller un petit peu plus loin, c'est qu'on doit avoir, par exemple, une attestation, on est censé être responsable de tout, c'est-à-dire des données administratives qu'on va mettre dans le document, le numéro, le périmètre que l'on va établir pour le mesurage, ça c'est très important, le numéro de lot, parce qu'on ne va pas faire le lot qu'il y a à côté. Euh, Pourquoi pas le cadastre, etc. Donc toutes les données administratives et tout ce qui est référencé à la mission de mesurage nous est de notre responsabilité. Donc c'est cet article qui va faire référence et sur lequel on va bien évidemment interagir avec ben, le client et les autres professionnels. Alors, je précise, merci Marc. Pour ceux qui ont suivi notre précédent webinaire sur la conformité, effectivement, au droit de la consommation, on avait déjà rappelé qu'effectivement, il y a des choses qu'il est particulièrement important de définir sur une mission, le périmètre, la définition, et ça se fait en amont, évidemment, dans un devis qui doit être signé, j'insiste, parce que malheureusement, c'est un métier dans lequel vous avez l'habitude trop souvent, pour des raisons d'urgence ou de manque de formalisme de certains clients, de ne pas faire signer vos documents, de ne pas avoir de conditions générales de vente. On va vous produire très rapidement un modèle de conditions générales de vente. C'est super important, en tout cas quand on est ensuite mis en cause. Alors, toujours dans le cadre juridique, Marc, rapidement les articles clés du code civil qui nous disent des choses et que tu vas nous expliquer quel Oui. impact Alors, ça a, ça, sur les diagnostiqueurs, ces très, articles du code civil. ouais, très rapidement, le code civil, bon, je suis remonté jusqu'au code civil parce que c'est très intéressant de savoir quelle est la relation entre le vendeur qui, lui, doit délivrer, alors c'est écrit, hein, donc je fais que de lire, garantir la chose qu'il vend initialement, mais il n'est pas sachant, donc il est obligé de faire intervenir des intermédiaires. Et donc l'intermédiaire, dans ce cas-là, pour le mesurage, ce sera le diagnostiqueur. Donc, bon, après, on peut lui dire les articles, mais on va passer ces articles-là. On peut aller à la slide suivante. Et ce qui garantit, en fait, le lien entre le diagnostiqueur, enfin, en tout cas, le professionnel qui va faire le mesurage, et le vendeur, c'est le louage d'ouvrage. Et en signant ce devis, hein, on signe ce louage d'ouvrage et on définit, en fait, le cadre de la responsabilité du diagnostiqueur. Ça, c'est très important.
C'est-à-dire que le mesurage, il n'est pas assujetti simplement aux professionnels. Le vendeur, il peut faire soi-même son mesurage, mais il en aura la responsabilité. Par contre, lorsqu'il fait appel à un diagnostiqueur, que le devis avait été signé, etc., et que ce louage d'ouvrage a été bien défini, c'est le diagnostiqueur qui va en prendre la responsabilité, même si le cadre législatif ne donne pas réellement, comme on a vu, hein, les missions l'émission de diagnostiqueur régie par les articles du CCH. Dans ce cas-là, il reprend la responsabilité. Donc c'est très important d'avoir cette relation entre le vendeur et le diagnostiqueur et la responsabilité qui en découle. Voilà, je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, mais en gros, ces articles-là, c'est ce que définissent le Code civil qui remonte depuis très longtemps. Merci Marc. Et justement, bah, si tu l'as pas très bien expliqué sur cette affaire de louage, le cabinet M2J qui est avec nous et qu'on remercie, Juliette Mel et son équipe, ils vont se présenter, toute l'équipe Diag du cabinet M2J, qui est partenaire de la FIDI avec lequel on travaille maintenant sur ces cycles de webinaires, va nous parler un peu de jurisprudence sur cette affaire générale et générique de responsabilité. Ensuite, on ira plus loin dans des jurisprudences appliquées au mesurage. Mais d'abord, peut-être bah, voilà, le cabinet M2J et Juliette Mel, qui êtes-vous? Et est-ce que Marc nous a bien expliqué le louage d'ouvrage et ce qu'il faut en déduire? Je Merci plaisante, Lafili. évidemment. Je plaisante, évidemment. C'est très bien que Marc a les idées très claires sur le sujet. Merci Oui. Lafili pour cette invitation. C'est avec plaisir qu'on fait ce deuxième webinaire. Je dis deuxième parce que je sais d'avance qu'il y en aura un troisième, donc je m'en félicite. L'équipe Diag au cabinet, c'est Manon Broge et Lélia Céa qui sont à côté de moi. On est un cabinet d'avocats spécialisé en droit de l'immobilier et on a dans ce cadre-là un département Diag pour les diagnostiqueurs, c'est-à-dire pas contre, hein, on ne conseille pas les particuliers ou les vendeurs qui assignent les diagnostiqueurs, je me permets de le préciser parce que ça n'a pas forcément de soi, mais bien les diagnostiqueurs qui sont assignés par les vendeurs ou les acquéreurs, ou même des tiers selon la nature du diagnostic qui a été fait, puisqu'on fait et de l'avant-vente et de l'avant-travaux et d'autres types de diag. Voilà. Donc ça, c'est pour la page de présentation. Comme on est très limité dans le temps, on embraye. Sur la jurisprudence, Marc l'a très justement rappelé, elle est foisonnante, très clairement, et elle s'oriente vers une responsabilisation accrue des diagnostiqueurs, et ça, c'est toute activité confondue. Pourquoi une responsabilisation accrue des diagnostiqueurs? La première raison, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de diagnostics et on en entend de plus en plus parler. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on s'oriente de façon plus générale en droit de l'immobilier vers une judiciarisation des dossiers, c'est-à-dire qu'alors qu'avant, les choses pouvaient se résoudre assez simplement en se téléphonant. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ont un avocat et à partir du moment où vous mettez un avocat dans quelque chose, il est quand même assez rare qu'une issue amiable soit trouvée. Voilà. Et la troisième raison, c'est que les juges sont de plus en plus sévères à l'égard des diagnostiqueurs. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont sévères à l'égard des diagnostiqueurs? Bah, là aussi, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a des problématiques de prescription. C'est-à-dire que parfois, l'acquéreur peut être prescrit à agir contre le vendeur, mais pas prescrit à agir contre le diagnostiqueur. Ça semble assez curieux, mais ça lui fait un recours qui peut avoir une durée de vie supérieure à celle qu'il pourrait avoir contre le vendeur. Et ensuite, la seconde raison immédiate que j'entrevois, c'est que la responsabilité du vendeur n'est pas la même que celle du diagnostiqueur, puisque si on se base toujours sur la responsabilité de l'acquéreur à l'égard du diagnostiqueur, il n'a pas de lien contractuel avec ce diagnostiqueur. Autrement dit, il se fonde, comme on dit dans notre jargon, sur la responsabilité délictuelle et pour engager cette responsabilité, eh bien, une erreur, c'est mieux, mais il n'y a pas que l'erreur dans le diagnostic qui est susceptible d'engager la responsabilité du diagnostiqueur. Et c'est là que les choses peuvent commencer à se corser, puisque un diagnostiqueur qui n'aurait pas commis d'erreur, c'est-à-dire qui n'aurait pas commis de faute dans la réalisation de son diagnostic,
peut néanmoins, je sais que normalement ça appelle 250 mains levées, mais on pourra creuser une prochaine fois, peut néanmoins voir sa responsabilité engagée sur tout un tas d'autres fondements, comme le devoir de conseil, le devoir d'information, et j'en passe. Alors, voilà pour cette petite mise en bouche. Manon, peut-être que tu peux nous présenter cette première jurisprudence? Oui, alors du coup, ça fait le lien avec ce qui était en train d'être dit par Marc précédemment sur la garantie des vices cachés. Très souvent, dans les dans les actes authentiques de vente, il y a des clauses exclusives de garantie des vices cachés, mais il faut savoir que cette clause exclusive de garantie des vices cachés n'a pas forcément vocation à jouer dès lors que le vendeur est un professionnel de l'immobilier, cette clause sera de facto exclue, mais également lorsque le vendeur est présumé connaître les vices. Voilà sur cette première slide. Et la jurisprudence est plutôt constante sur l'exclusion de cette clause. Très récemment, on a un arrêt qui a été rendu par la haute juridiction le 19 octobre 2023, dont nous pourrons vous donner les références si vous le souhaitez. Alors, parallèlement à ça, et Marc avait aussi commencé à l'aborder, c'est que le propriétaire, même s'il n'est pas professionnel, il est tenu d'une obligation d'informer son diagnostiqueur. Lélia, Oui, concernant l'obligation, en fait, le diagnostiqueur ne peut pas se substituer au propriétaire. C'est-à-dire que le propriétaire ne peut pas simplement dire j'ai mandaté un diagnostiqueur et c'est lui qui doit se débrouiller tout seul. Il est censé lui apporter les éléments sur lesquels il peut se référer pour pouvoir exercer son diagnostic dans les règles de l'art. En tant que diagnostiqueur, vous avez cette obligation également d'informer dans votre diagnostic des difficultés que vous avez rencontrées. Vous ne pouvez pas que vous contenter de dire je suis partie, j'ai fait mon diagnostic et point. Non, si vous avez rencontré des difficultés et notamment que vous n'avez pas eu accès à l'ensemble des éléments vous permettant de pouvoir établir votre mission, vous avez l'obligation de le signaler et à tout de moins, vous avez aussi la possibilité de refuser de vous engager dans une procédure où vous savez pertinemment que vous ne serez pas en mesure de pouvoir faire votre travail dans les règles de l'art. alors ça, c'est la théorie, parce qu'en pratique, c'est un peu difficile de refuser un dossier, on en convient, mais en tout cas, c'est ce que demande la jurisprudence, hein. Il faut être clair là-dessus, puisque les juges ont une vision relativement déconnectée du pratico-pratique. Ouais, si vous me permettez juste un petit point, lorsqu'on fait un devis, effectivement, on fait la demande des documents qui sont nécessaires effectivement pour définir le périmètre. Si effectivement ces documents n'ont pas été réceptionnés le jour enfin avant la mission ou le jour de la mission, il faut le référencer dans le document. Ça, c'est très très important. Par exemple, si on n'a pas eu l'état descriptif de division qui nous permet de différencier une partie privative d'une partie commune, il faut absolument le mettre dans le document. Parce que ça nous désengage complètement. Alors, en fait, ça vient délimiter, vous avez parfaitement raison, ça vient délimiter le périmètre contractuel C'est ça. de la mission de Diag. Puisque vous avez une obligation de demander des éléments, et Marc va y revenir tout à l'heure. Mais si on ne vous les transmet pas, vous ne pouvez pas inventer. Néanmoins, le problème, c'est qu'on ne peut pas prouver un fait négatif. C'est-à-dire que vous allez avoir bien du mal à prouver dans la pratique que vous les avez demandés au propriétaire et qu'il ne vous les avez pas transmis. Donc, le mieux, c'est de l'écrire dans le rapport. Oui. Très bien. Oui, je voyais tout à l'heure, c'est un peu la double peine pour le diagnostiqueur, c'est-à-dire il peut être poursuivi pour ce qu'il a écrit et aussi pour ce qu'il n'a pas écrit. Oui, C'est bah, ça. c'est la fameuse c'est une jurisprudence Voilà, très très récente qui a été rendue au voilà. mois de mars, justement sur cette fameuse clause néant. Et le juge, vous voyez à quel point on peut s'interroger sur la métaphysique du citron, est venu se demander quelle était la portée de ce mot néant. Pourquoi est-ce qu'on ne mettait pas je n'ai pas eu les documents non renseignés. Voilà, le terme néant ne lui a pas semblé suffisamment précis. Suffisamment précis. Bon, en tout cas, donc, ceci étant dit, on est toujours dans les responsabilités sur le mesurage à proprement parler et on est toujours bien sûr dans le cadre juridique. Alors là, peut-être un petit mot introductif de Marc pour ensuite que M2J, vous puissiez nous donner la portée d'une jurisprudence comme celle qui est indiquée de la Cour de cassation. Mais Marc, Alors,
on ne doit pas vérifier la déclaration, ça c'est Bah oui, important. alors très souvent, on a toujours la même question, et Isabelle, vous le savez, on a toujours les mêmes questions. Est-ce que si un local n'est pas déclaré à la mairie, etc., est-ce qu'on doit en tenir compte ou pas? Voilà, il y a beaucoup de jurisprudence, et notamment là, il y a un exemple de cassation, mais on ne s'intéresse pas à l'aspect juridique d'une déclaration d'un local. Nous, on doit se conformer à l'état ou au descriptif tel que on le perçoit ou on le voit le jour de la mission. Point. Voilà, il n'y a pas de question à se poser. Voilà, on a un garage qui a été aménagé en local. Alors après, il faut définir ce que c'est un local, une surface habitable, un local habitable, etc. Mais bon, qu'importe, ça c'est de notre responsabilité, mais on ne se pose pas la question, est-ce que les travaux ont été déclarés, pas déclarés, au niveau du syndic, etc. Ah non, ça, c'est pas notre problème. C'est vraiment pas notre problème. Notre problème, c'est faire le mesurage avec les éléments. Alors, ce qui est de notre problème, c'est partie privative, partie commune, hein, différencier les Hmm, deux. Mais la déclaration, c'est pas notre problème. Voilà. très bien. Puisqu'on est dans une jurisprudence de la Cour de cassation, est-ce que vous pouvez nous dire, parce que des fois, les néophytes se disent, est-ce que si la Cour de casse a dit, là, c'est terminé, on ne revient pas dessus. Voilà. Est-ce que vous pouvez juste nous Non. dire un petit mot d'une Alors, jurisprudence en Cour de cassation, maître? alors là-dessus, c'est assez clair. Alors déjà, la Cour de cassation, contrairement à ce que les gens pensent, elle ne tranche pas le litige. Elle dit juste que le conseiller d'appel a bien fait ou mal fait son boulot, et après, ça repart en cour d'appel. Donc, il faut jamais tirer des solutions d'espèce, c'est-à-dire des solutions rapportées aux faits qui sont tranchés. De temps en temps, elle donne des principes d'interprétation, mais elle ne tranche jamais en fait. Elle dit juste, voilà, vous les juges du fond, vous avez bien fait ou mal fait votre boulot. Ça, c'est un premier point qui est très important. Et le deuxième point, bah, sinon ça serait pas drôle, c'est qu'elle change d'avis. D'accord. Elle Ouais, aussi. Ah je ben tiens à heureusement, tout cela dit. hein, parce que moi j'ai toujours appris qu'il y a que les abrutis qui changeaient pas d'avis. Donc la cour de casse, bah, comme les autres, elle change d'avis. Et puis c'est normal. Et puis je dirais heureusement que tout n'est pas prévu. Alors je sais que pour vous, bah, vous n'aimez pas l'imprévisible et ça génère une insécurité. Mais si tout était prévu à la virgule près, bah, on peut dire bonjour à la robotisation et à l'intelligence artificielle. Plus personne ne sert plus à rien. Donc Alors heureusement après, qu'il y a des interprétations et des appréciations au fait de l'espèce. ouais. Après, il faut cadrer aussi notre mission par rapport au bon sens, hein. Et Hmm. il faut être serein sur une mission. Voilà. S'il y a quelque chose qui nous embête, il vaut mieux ne pas l'intégrer au mesurage, et poser la question aux autres professionnels qui nous entourent, l'agent immobilier, etc., ou le notaire, plutôt que de prendre parti et d'intégrer n'importe quoi dans le document, hein. Ça, c'est une chose. Vous avez l'aspect technique, vous avez l'aspect jurisprudentiel. Mais après, il y a toujours des cas particuliers pour lesquels on n'a pas de réponse, donc ne pas prendre l'initiative de faire n'importe quoi et d'en référer, bah, par exemple, à votre fédération, ou surtout les retours avec le notaire. Ça, c'est très important. Alors Et effectivement, pardon, Juliette. oui, alors c'était simplement Ok. pour préciser que dans l'arrêt précédent qui était sur bah, du coup la slide d'avant, la Cour de cassation, elle dit bien que le diagnostiqueur est un diagnostiqueur et n'est pas un juriste. Donc c'est pour ça que le diagnostiqueur doit rester dans le périmètre de sa mission. Et la Cour d'appel de Paris a très récemment, en juin 2023, confirmé ce principe-là sur le point de dire que le diagnostiqueur n'est pas un juriste et qu'il n'a pas à vérifier l'analyse, enfin il n'a pas à faire l'analyse juridique du bien avant d'en évaluer la consistance, de le mesurer, etc. Donc là-dessus, la jurisprudence est plutôt constante sur le périmètre de la mission du diagnostiqueur. Très bien. Alors, autre point de responsabilité, c'est l'usage. Alors, ça, Marc, tu en as déjà un petit peu parlé quand tu nous parlais du bon sens et de ce que l'on voit. Euh, L'usage du Oui. local le jour de la mission. Alors Alors, ça, il y a j'écouterai pas le énormément de mot. jurisprudence hein, là-dessus. Il y a Oui, énormément de jurisprudence puisque d'accord. là, pour le coup, c'est là que, à mon sens, le diagnostiqueur n'est pas un juriste, ce n'est pas un géomètre expert, mais c'est néanmoins un professionnel. Mhm. Alors, il y a juste une petite aparté, il y a une question de bon sens, en fait, a priori. Mais il y a une personne qui m'a dit, oui, mais si le garage, donc il est aménagé en surface habitable, enfin en local habitable, mais que la porte de garage y est toujours et fonctionnelle.
est-ce qu'on considère le local comme un garage, même s'il est aménagé en surface habitable, ou est-ce que ça peut être aussi considéré comme garage? Je ne sais pas. Je- Et après, il y a des questions, enfin voilà, quoi. C'est selon ce que vous pensez être. Moi, il faut minimiser le risque. Voilà, le seul truc que je peux dire, c'est en fonction de vos connaissances et en fonction de la jurisprudence et de la législation, il faut minimiser le risque. Point. Voilà. Si vous n'êtes pas sûr d'un truc, il faut pas y aller. Ce qui n'empêche pas, comme tu le disais tout à l'heure, Marc, d'inscrire dans le rapport que des éléments n'ont peut-être pas permis au diagnostiqueur de faire son évaluation complète sur le sujet et que donc, voilà, mais que l'écrire est mieux que de ne rien dire, en Voilà, tout exactement. cas. Très bien. On est toujours dans la responsabilité en matière de mesurage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, cette jurisprudence sur l'affectation réelle et la superficie à prendre en compte? D'abord, le regard du praticien Marc et puis le regard du cabinet d'avocats sur cette jurisprudence. Vous pouvez nous en dire un petit mot chacun? Peut-être Juliette. Alors pour moi, ça vient confirmer exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire que il n'y a pas de recherche documentaire à réaliser. C'est au jour de la venue sur site, une fois que les pièces ont été demandées, qu'on procède au mesurage. En revanche, ce mesurage, comme l'a dit la Cour d'appel de Pau dans un arrêt assez récent, il y a une obligation de résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mesurage doit être juste. Et nous, on a pas mal de cas au cabinet où il y a Parlez bien des, dans le micro, Juliette, pardon, mais quand pardon, vous il y a au fil tournez des la tête, on actes vous de entend plus. vente, il y a au fil des actes de vente des mesurages différents. On a même un dossier où il y a 3 mesurages distincts qui ont été faits par 3 diagnostiqueurs différents. Donc ces cas-là, c'est pas de la pure théorie. C'est-à-dire qu'en pratique, on rencontre des vraies difficultés là-dessus. Et les jurisprudences est constante, c'est qu'à partir du moment où il y a la décision de mesurer et d'y procéder, eh bien, il faut que ce mesurage soit juste. Et, Alors, pardon, juste pour aller jusqu'au bout, dire que c'est une obligation, ça veut dire quoi? Une obligation de résultat, pardon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diagnostiqueur ne peut pas s'exonérer en prouvant son absence de faute. Il est présumé fautif. Il ne pourra s'exonérer qu'en disant que c'est dû à de la mauvaise information du maître d'ouvrage ou à un encombrement excessif ou des choses comme ça. Mais il ne pourra pas s'exonérer en disant voilà, je me suis trompé, mais quoi. d'accord. Et c'est grosse différence avec les obligations de moyens. Hein. Effectivement, là, vous dites, il est présumé fautif et il faudra montrer que il ne l'a pas été. Alors que dans l'obligation de moyens, il faut qu'il montre. L'obligation de moyens, il n'a que les moyens d'y arriver. Donc, C'est ça. si on ne lui donne pas les moyens, il ne peut pas y arriver. Mais pour les Très diags, bien. elle est assez rare, hein, cette obligation de moyens. Sans rester sur le mesurage, les juges ont tendance à considérer que le diagnostiqueur a une obligation de résultat. Oui, on l'a vu dans le précédent webinaire, effectivement, c'est de plus en plus le cas. Alors, un point sur une vente sur un appartement constitué par la réunion de plusieurs lots. Que nous dit donc cette jurisprudence de la Cour de cassation? En 2 mots, c'était juste la petite cerise sur le gâteau, c'est que très souvent, on n'a malheureusement pas de déclaration et de DD, enfin état descriptif de division sur la réunion de plusieurs lots, et on est obligé de mesurer 2, 3 lots qui font un appartement. Alors bien évidemment, l'accès, il faut qu'il soit direct, hein, mais cette jurisprudence nous dit que qu'importe, on s'en moque, ok, il y a plusieurs lots. Ils sont inférieurs à 8 mètres carrés, qu'importe. En fait, ce qui importe, c'est le mesurage global. Point. Voilà. Là aussi, c'est aussi une petite protection vis-à-vis du diagnostiqueur, c'est que qu'importe en fait la définition, on revient hein, sur les autres jurisprudences, qu'importe en fait le cadre, entre guillemets, juridique en fait de l'appartement. Voilà, on le mesure tel quel, tel qu'on le voit le jour de la mission, avec les, le fait que ça ne soit pas déclaré ou pas. Voilà. Oui, En c'est gros, l'unité d'habitation qui compte ouais, c'est ça, voilà. finalement,
l'histoire de ce morceau de pièces aménagées qui est bien dans l'unité d'habitation, vous n'avez pas trop, vous, à essayer de la reconstituer pour faire votre mission de mesurage. C'est ça aussi que ça veut dire. Exactement. OK. Après, il faut faire attention aussi, ça peut être une clause suspensive après sur, effectivement, sur l'acquisition ou pas. C'est, parce que ça peut être très important, hein. Si vous n'avez pas fait une déclaration, par exemple, aux impôts dans le local qui a été aménagé, le prochain acquéreur, boum, pour lui, c'est fini, hein, il va payer plein pot. Mmh. Donc, du coup, effectivement, ça peut rentrer dans le cadre de la clause suspensive, mais ce n'est pas de notre fait, hein. Ça, c'est les affaires du notaire avec l'acquéreur et le vendeur. C'est pas notre problème à nous. Très bien. Je sais pas si je l'ai Alors, bien dit. Bon, je le dis avec mes mots, hein, je suis désolé, mais je toujours dans les responsabilités en matière de mesurage. Alors là, est on est sur une jurisprudence, avec une mention erronée. Qu'est-ce que ça nous dit ça, Marc peut-être et ensuite Juliette? heu peut-être Juliette. Alors, Oui, je pour moi, c'est des exemples de ce qu'on a dit tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une erreur, le juge va sanctionner sur différents fondements, et notamment celui de la perte de chance. Alors, Manon, peut-être que tu peux expliquer ce que c'est que la perte de chance pour qu'on comprenne bien ce que c'est. En matière de mesurage, euh, par principe, l'acquéreur a un recours à l'encontre du vendeur sur le fondement de la réduction du prix. Donc, il peut, s'il y a l'erreur est avérée et que l'erreur est plus de 5%, mais Marc y reviendra après, il peut demander au vendeur de lui rembourser la partie du prix correspondant à la surface qui n'est pas dans le bien au final. Et il s'avère que le vendeur peut lui agir à l'encontre du diagnostiqueur sur le fondement de la perte de chance de ne pas avoir pu vendre, par exemple, son bien au prix qu'il avait escompté à l'origine. Il faut savoir que la perte de chance, elle ne peut jamais être égale à 100% de l'avantage perdu par principe. C'est-à-dire que si le vendeur est condamné, enfin, si l'acquéreur est condamné à restituer, le vendeur est condamné à restituer une partie du prix à l'acquéreur, imaginons pour exemple 1000 euros, la perte de chance ne pourra pas être égale à ce montant de 1000 euros. Très récemment, la Cour d'appel de Paris est quelque peu revenue sur ce principe, mais c'est quand même un arrêt isolé, donc il faut le prendre avec de la hauteur, sur le fait de dire que si l'avantage perdu pourrait être égal à 100% enfin, la perte de D'accord. chance pourrait être égale à 100% de l'avantage perdu. Mais c'est quand même extrêmement rare et cette perte de chance, normalement, est calculée sur la base d'un pourcentage de l'avantage perdu, c'est-à-dire que le vendeur doit démontrer que son bien, quand bien même il soit d'une superficie moindre, aurait pu être vendu au même prix parce qu'il se situe dans une zone attractive avec des commerces, des écoles, ou alors dans une zone à forte densité et particulièrement demandée, comme Paris, dans un arrondissement, par exemple le 4e arrondissement, qui est particulièrement dense et où il n'y a pas beaucoup d'appartements et beaucoup de demandes. Très bien. Alors, on résume, Marc, dans les bonnes pratiques, puisque donc on a quitté le cadre juridique, même si on pourrait en parler pendant des heures et des heures, et on recommencera. On entre dans cette troisième partie du webinaire, c'est les bonnes pratiques. Et ça commence oui. par le cadre documentaire, tu l'as dit tout à l'heure, mais on insiste, les documents absolument obligatoires quand on fait du mesurage. Alors effectivement, bon, donc tout ce qu'on a pu voir effectivement, ce qui est important, c'est de préparer la mission et avant tout, être certain lorsqu'on va arriver sur la mission. Après, on verra les aspects techniques, mais pas maintenant. Mais avant de préparer la mission, il faut absolument connaître, les détails du bien et définir le périmètre relatif au mesurage. Ça, c'est très important. Moi, j'ai déjà eu des locaux où effectivement, vous n'aviez pas, de délimitation, par exemple physique. Qu'est-ce qui appartient au lot numéro un? Qu'est-ce qui appartient au numéro 2? Donc ça, c'est très important de le différencier et dans votre document, bah, il faut définir, il faut voir avec le vendeur,
S'il y a un plan effectivement qui délimite, sur lequel on pourra se reporter au cas où effectivement il y a des problématiques. Et ce qui est vraiment important, et ça c'est des documents obligatoires, j'ai eu déjà des discussions mais lunaires avec des gens qui vous disaient, oui, qui disaient que j'ai 15 ans d'expérience, j'ai jamais demandé une seule attestation de propriété, mais avant toute chose, pendant 15 ans, tu as eu de la chance. En fait, il a plus de chances de gagner au loto que de ne pas se retrouver devant les juges. Donc, au minimum, demander l'attestation de propriété. Hein, ça, tous les vendeurs l'ont. Celui qui vous dit oh non, je l'ai pas, je l'ai perdu, etc. Bon, c'est peut-être vrai, mais en général, ils l'ont au minimum en PDF. Et déjà sur ça, même si les descriptifs qui sont sur l'attestation ne font pas foi par rapport aux descriptifs actuels, ça peut être vous guider sur la mission. Ça, c'est très important. Ensuite, il y a bien évidemment le règlement de copropriété avec l'état descriptif de division pour séparer tout ce qui est partie commune des parties privatives. Ça, c'est de la responsabilité du diagnostiqueur. Si vous mesurez une partie commune, c'est pour votre pomme. Voilà, pour le résumer. Si vous intégrez dans la Carrez. Donc, ça, c'est 3 documents. Et effectivement, ce n'est pas écrit comme ça, mais c'est des documents obligatoires que l'on doit avoir. Enfin, en tout cas, au moins un ou deux de ces documents que l'on doit avoir pour définir le périmètre, justement. C'est pour définir le périmètre, on a bien dit tout à l'heure, vous n'êtes pas là pour faire l'étude juridique de la copropriété, mais par contre, vous êtes là pour vous assurer que vous avez tous les éléments pour bien comprendre sur place de quoi il est question et de quoi on parle. Alors, on est dans l'état des lieux maintenant sur 3 choses, partie privative, partie commune, surface habitable et surface habitable pour le DPE. Et là, le débat est ouvert, vous le savez, on va en dire 2 mots, mais vous savez que ce n'est pas tranché, c'est en cours avec la notion de surface de référence. Alors, on va devoir accélérer un tout petit peu. Donc, Marc, Je vais je te accélérer. propose de nous tirer les éléments clés sur cette notion de partie privative et partie commune et ce qu'il faut en retenir. Oui, alors je vais très, très rapidement accélérer. Donc, du coup, le cadre historique, en fait. Hein. Donc, il y a la loi qui décrit, en fait, ce que c'est une copropriété en 65. Voilà, le seul problème, c'est que les parties privatives des parties communes, même s'il y a la loi de 48 qui définit ce qu'on appelle la surface modifiée, etc., ce n'était pas défini. Donc en 96-97, on s'est dit, bon, ben voilà, maintenant, il faut différencier de façon un petit peu plus technique ce qui est une partie privative d'une partie commune. Et donc, du coup, Monsieur Carrez, donc c'est pour ça que très souvent, on fait l'amalgame entre surface privative et surface Carrez a intégré l'article donc le 46, enfin a développé l'article 46 dans cette loi de la copropriété de 65, en disant, donc on verra par la suite, mais que si effectivement le mesurage dépasse de 5%, bah là on peut être effectivement assujetti à une plainte. Euh, voilà, et qu'on a 1 an pour porter plainte. Alors ça, j'ai toujours pas compris la définition de prescription et de forclusion, enfin la différence de forclusion et de prescription, mais là, on a un délai de forclusion qui est attribué sur le délai de l'acquéreur pour porter plainte contre le vendeur qui, lui, a également la possibilité de se retourner sur le diagnostiqueur. Voilà, en 2 mots. Avant de demander si Juliette peut nous préciser la différence entre prescription et forclusion, je voulais juste dire aussi qu'on a eu des questions autour de ces choses-là et que, attention, l'acquéreur ne va pas se retourner. D'ailleurs, ça ne serait pas recevable directement vers le diagnostiqueur. Il ne va pas Oui, attaquer le diagnostiqueur. c'est Lui, ça, il doit attaquer, s'il attaque quelqu'un, le vendeur. c'est ça. Mais c'est le vendeur qui, lui, peut mettre en cause le diagnostiqueur. D'accord. Le process, c'est ça. Et donc, sur ces questions enfin, en gros, du délai pendant lequel c'est possible, est-ce que vous pouvez nous éclairer notre lanterne? Alors, c'est vraiment très, très compliqué, hein, la différence entre prescription et forclusion. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que la prescription, c'est un délai d'épreuve et d'action. C'est-à-dire que c'est un délai qui pèse sur celui qui va vouloir agir. Alors que la forclusion, ça peut être bien plus général. C'est-à-dire qu'indépendamment du délai de prescription, vous avez un délai global de forclusion. D'accord. Voilà, ça serait une sous-catégorie. Bon, après, si vous voulez, je rentre dans le détail, mais là, je vais tuer tout Non, le monde, hein. C'est-à-dire que tout le monde dort dans 5 minutes. Bon, en gros, on a Mais, 1 an, voilà, on a 1 an. non. On va avancer parce qu'effectivement, on a quelques questions alors qui comprendra parce que vous avez
voilà, vous avez une vision. On est toujours dans la carré. On a vu s'il y a un écart effectivement de 5%, tout ça. Et alors, on a des précisions plus récentes Et, et en effectivement, avec le décret 97. donc alors ça revient sur le décret de 67, mais qu'importe, en fait, en 97, on s'est dit, bon, ben, on va intégrer d'autres articles parce que c'est pas très clair, l'histoire. Et donc, du coup, on a intégré l'article 4-1 qui l'a définit de façon technique, en fait, la surface privative, et notamment la surface carrée, avec les mots-clés qu'on verra par la suite, effectivement, les définitions qui ne sont pas, ou alors très peu détaillées dans la législation, malheureusement. Et ça a été tout le travail en fait du groupe de mesurage pendant 1 an et demi, c'est de retrouver en fait des définitions législatives ou jurisprudentielles attribuées à ces données. Par exemple, embrasure. Tout le monde peut vous définir une embrasure, mais en fait, de façon législative, j'ai retrouvé une définition, alors jurisprudentielle, mais pas législatif. Donc ça, c'est un travail que l'on fait, c'est retrouver en fait toutes les définitions qui vont être utilisées au cas où dans les jugements. Par exemple, Alors, marche et cage d'escalier. Donc, est-ce que c'est un et? Non, juste revenir sur la oui, précédente. pardon, j'ai cliqué trop Mais vite. pour vous dire à quel point en fait on se pose des questions existentielles, c'est marche et cage d'escalier. J'ai passé des mois à essayer de voir si c'est le et était inclusif ou exclusif. Est-ce que c'est marche ou et cage d'escalier ou est-ce que c'est marche et cage d'escalier? Escalier attribué à marche. Vous voyez, donc là, effectivement, c'est marche et cage d'escalier. C'est des marches d'escalier. C'est pas des marches, une marche. Voilà. Donc là, c'est le travail sur lequel on a passé énormément de temps pour essayer de définir chaque mot et chaque terme. Chaque terme est vraiment très important. Par exemple, là, il est écrit, il n'est pas tenu compte des planchers et des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m. Le seul problème, c'est que dans la loi, on a oublié sous plafond. Et donc, du coup, on a le problème avec les cumulus et les chauffe-eau. Voilà. Donc, du coup, on a beaucoup de D'accord. problématiques qui viennent de la définition même des termes qui sont utilisés dans Et la je te loi. propose qu'on avance pour voir les Voilà. illustrations de tout ça et que tu nous dises comment tu vas les traiter ensuite. Donc là, on est toujours dans les définitions légales, c'est-à-dire ce qui est écrit dans les textes pour la surface habitable. Oui. Voilà, donc vous l'avez sous les yeux. Et Je vais ça, je aller pense très que très vite. tout le monde la connaît. Ouais, il y a juste un terme, c'est que les 5%, je ne les ai pas retrouvés dans la législation pour la surface habitable. Elle existe pour la Carrez, mais pour la surface habitable, ça n'existe pas. Donc, du coup, sauf effectivement dans les critères d'évaluation pour le DPE, etc., pour les écarts-margeurs, mais elle n'existe pas. C'est-à-dire que vous pouvez être. Alors, s'il y a des. Il y a pas de marge, en fait. Donc, du coup, pour la surface habitable, c'est très compliqué. Un autre point, et c'est une très grosse différence avec la Carrez, c'est que la surface habitable est un élément du DPE. Donc, en fait, il est soumis à certification et à normalisation, alors que dans les formations, on n'a aucune formation sur la surface habitable. Donc, ça, c'est un point très, très important. C'est que la surface habitable doit être cadrée par rapport au cadre législatif du diagnostiqueur, alors que la CARES, non. Ça, j'espère me faire bien comprendre, c'est que la surface habitable, normalement, elle fait partie des diagnostics obligatoires, notamment dans le DPE. Oui, avec l'évolution à venir. On a plusieurs questions qui vont éclairer peut-être aussi. Beaucoup autour de la transformation finalement. Il y avait une véranda où il y avait, puis il y a quelqu'un qui a commencé à faire des transformations et finalement à l'intégrer à la surface habitable. Alors la véranda est peut-être pas le meilleur exemple, mais il y en a d'autres. Est-ce que ça, votre travail sur le groupe a permis d'identifier des cas un peu emblématiques et de pouvoir les traiter sur ces transformations finalement qu'un propriétaire fait de ce qui n'était pas la destination initiale de la partie du local? Alors, par exemple, pour la loi Carrez, dans le cadre de la loi Carrez, si on prouve effectivement que c'est une partie privative close et couverte avec une hauteur sous plafond, une HSP supérieure à 1,80 m, ça rentre dans le cadre de la loi Carrez. On ne voit pas pourquoi on exclurait une partie privative alors elle rentre complètement dans la définition. Voilà, donc les logias, il y a énormément de cassations, je ne sais plus combien, mais qui intègrent ces logias, par exemple. Logia fermé, close, avec HSP supérieur à 1,80 m. Voilà. D'accord.
Parfait. Alors, on avance. On est maintenant toujours dans la surface habitable avec son origine. Donc, et on parle de la loi Boutin maintenant aussi. Oui, alors ça, c'était juste pour montrer que très souvent, on fait l'amalgame entre loi Boutin, alors que pas du tout. La surface habitable est bien antérieure à la loi Boutin, mais bon, bien évidemment, pour simplifier les choses, très souvent, on appelle la surface habitable la loi Boutin, ce qui est complètement faux. En fait, la loi Boutin, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on doit intégrer en fait la surface habitable dans tous les bails. Point, c'est tout. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens appellent surface habitable surface Boutin, mais en gros, c'était juste pour remettre dans le cadre de notre métier, c'est bien surface habitable. On ne doit pas faire l'amalgame avec la loi Boutin, ça n'a absolument rien à voir. Point. Est-ce que On ne vous pourrait avez pas. eu, Maître Mel, à traiter des cas où le diagnostiqueur ou quelqu'un d'autre j'allais dire, se mélange les pinceaux entre toutes ces surfaces et que, bah, au final, il est éventuellement mis en cause ou au contraire, il se défend parce qu'il y a une confusion sur toutes ces surfaces? Non, on n'a jamais eu le cas. Ah, bon, très bien. Bah, écoutez, je me disais que des gens moins informés que Marc et que certains auraient pu créer des contentieux. Très bien. On termine avec un mot sur la surface habitable pour le DPE. Donc là, Alors, oui, c'est en très vite. évolution et donc on va dire déjà l'état d'aujourd'hui et vers quoi on va. Alors, très très vite, l'OVNI qui nous est tombé dessus le 31 mars 2021 avec ça. Donc, surface habitable plus ce qu'on appelle la surface DPE dans notre jargon, mais c'est pas du tout ça. C'est qu'on doit intégrer la véranda chauffée dans la surface habitable. Bah, et c'est quoi une véranda? Donc, j'ai essayé de trouver le terme dans la loi et dans le cadre. Et d'ailleurs, il y a un très bon article de Quotidien qui a été pondu là récemment, comme par hasard en fait, mais qui ne définit pas en fait ce que c'est réellement une véranda. Donc, on nous intègre en fait dans la loi un terme qui n'est pas défini et malheureusement, on est là, mais qu'est-ce que c'est une véranda? Alors, très souvent, on va vous dire que c'est l'article R 155 je ne me rappelle plus quoi, sur les surfaces vitrées, C'est mais très- c'est faux. C'est faux parce que c'est exclusif en fait. Vous avez véranda et c'est surface vitrée. Donc, ça rentre pas dans le cadre de l'article qui a été référencé pour les surfaces vitrées. Donc, on n'a toujours pas de vraie définition pour la véranda. Mais en tout cas, on les intègre quand elles sont chauffées au DPE. C'est ce qui a été déjà effectivement pratiqué depuis la réforme du DPE. Donc, c'est la surface habitable auquel est ajoutée la surface des vérandas chauffées. Mais il y avait un certain nombre de confusions. Oui, Du coup, juste pour une oui. précision, il est dit en fait dans l'article, et effectivement, on peut l'attribuer à une véranda, 60% des surfaces en extérieur, etc., ou 80%, bon, qu'importe. On peut effectivement utiliser cette définition parce qu'on n'a pas réellement de définition législative sur la véranda. Du coup, effectivement, on a demandé à éclaircir un petit peu tous ces termes-là pour les nouvelles surfaces DPE. Voilà. Voilà, puisque dans la surface de PE, un arrêté est en discussion pour créer une autre surface, au fond, pour le DPE, qui s'appellera probablement la surface de référence et dont la DHUP est en train, avec la contribution et les demandes des fédérations, d'essayer de rédiger le texte le plus clair possible, parce qu'effectivement, il y avait voilà, il y a des endroits dans le code où il est écrit que les sous-sols, quoi qu'il en soit, ne font pas partie de la surface habitable. Or, on est en train de se dire que, bah, il y a des sous-sols chauffés et aménagés qui méritent d'être pris en compte dans un calcul de DPE. Parce qu'il faut toujours ramener à c'est quoi l'objectif? DPE, on veut savoir quelle va être la performance énergétique et finalement la performance climatique du bâti. Si quelqu'un a complètement aménagé son sous-sol, qu'il le chauffe, qu'il y a des gens en permanence dedans, c'est quand même pas la même chose que quand c'est. Donc, effectivement, la discussion est en cours. La FIDI a proposé, pas seul d'ailleurs, un vocable qui serait les surfaces chauffées et aménagées pour l'occupation humaine. Ça, il y a des références dans d'autres textes. Mais il reste des définitions et on a aussi demandé des précisions, des définitions. La question des sous-sols, qui n'est pour autant pas tout à fait bien réglée ou pas suffisamment réglée, et des précisions à donner puisque vous connaissez le texte de juillet 2023 qui, au titre de la santé publique,
a indiqué à quelles conditions un sous-sol pouvait être occupé par, avoir une Habitable. habitation humaine. Sauf que le lien n'est pas vraiment fait entre les deux codes. Voilà. Donc, on a souligné tout ça, mais quand même, on va s'approcher avec la surface de référence de quelque chose qui posera quand même moins de questions que ça n'a été au début. C'est la bonne nouvelle. Et bien sûr, vous serez les premiers prévenus de l'existence de cet arrêté et de son sens. Alors, on va rentrer maintenant dans la dernière partie, à la fois pour présenter ce qui suivra, les webinaires suivants, mais déjà quelques points d'accroche de réponse. Et en même temps, Marc, pendant que tu es sur une slide, il y a eu des questions dans les questions-réponses et je te les adresserai. Il est tout à fait probable, et encore une fois, merci beaucoup à Juliette Mel et à toute son équipe d'avoir été avec nous. Il est tout à fait probable qu'à 18h30 précise, la connexion se coupe avec vous. On vous remercie grandement. On est dans la technique et on va regarder aussi les questions. Mais en tout cas, merci beaucoup et peut-être un petit mot de la fin, puisque on sera amené à se revoir certainement sur les questions de droit en matière de mesurage au fil des mois. Avec grand plaisir. Le mot de la fin, ça serait peut-être un conseil gratuit. Euh, Faites attention aux reconnaissances de responsabilité. C'est-à-dire que quand le client appelle pour dire j'ai un problème et que vous retournez sur site et où il y a des échanges de mails ou des rapports rectifiés qui sortent, en droit, ça s'appelle une reconnaissance de responsabilité et ça pose un double problème. Le premier problème, c'est que la contestation de la responsabilité n'est plus possible par la suite. Et le second problème, c'est que l'assureur peut se poser la question du défaut d'aléa et de l'absence de mobilisation de la police, puisque dans ce cas-là, bah, l'assureur aussi, à partir du moment où vous dites bonjour, je suis responsable, j'ai fait une ânerie, bah, les moyens de défense sont difficiles à mettre en œuvre. Voilà, sur ce, je vous remercie et à très bientôt. Un grand Merci merci, beaucoup. à très bientôt. Alors, À on très bientôt. attaque nos points techniques et c'est donc ce cas pratique, mais avec différents angles, qui va faire l'objet d'une étude technique pour le webinaire suivant au moins. Alors, est-ce que tu veux nous dire ce que cette maison recèle comme piège pour le Oui, mesurage? alors, c'est un cas, parce qu'en général, j'accompagne toujours en fait mes diagnostics avec des plans 3D, enfin des visuels 3D, etc. Parce que c'est joli, que ça prend un petit peu plus de temps, effectivement, mais en gros, ça permet d'avoir un visuel assez précis en fait du bien 3D, et ça peut être un avantage commercial pour les vendeurs. Bon, bref, ça c'était pourquoi on a fait ce cas-là. Donc, c'est un cas sur lequel j'ai travaillé, et effectivement, c'est un cas qui résume une grande majorité de problématiques liées au mesurage. Alors, si on peut passer sur le slide Tout à fait. suivant. J'essaye. Ah, Non, non, mais je vais y bon, arriver, hein. Voilà, je vais y ouais. arriver. Par exemple, les problématiques des vérandas, les problématiques d'embrasure de porte, les problématiques, par exemple, de cheminée. Qu'est-ce qu'on doit enlever de la cheminée? Qu'est-ce qu'on doit garder de la cheminée ou des escaliers, etc. Donc ça, cette maison, elle permet de répondre à beaucoup de cas existentiels, entre guillemets, sur le mesurage. Et du coup, en fait, c'est pourquoi je présente ça, c'est pour faire un teasing sur le deuxième webinaire. C'est qu'effectivement, sur le deuxième webinaire, on va essayer de répondre à, en tout cas, de la plus grande majorité des cas particuliers qui sont susceptibles d'être rencontrés par un diagnostiqueur sur une maison comme ça. Alors, si on peut passer un exemple, hein, si on peut passer au deuxième, enfin au slide Oui, suivant. alors je vais peut-être juste t'adresser une question qui est arrivée au début. Euh, Oui. Si un propriétaire transforme une dépendance ou une véranda en habitable, est-ce qu'on doit l'intégrer au mesurage? Est-ce que là, au travers soit de cet exemple, soit d'autres, tu peux nous dire ce que tu en penses? Alors, une dépendance ou une véranda est tout de suite exclue d'une surface habitable. Si on entend, alors si la question c'est surface habitable, non. Si c'est une surface carrée et qu'effectivement on peut définir une partie privative, la véranda, oui, mais la dépendance, ça dépend. Ça dépend de l'accès, ça dépend de beaucoup de choses. Il faut voir si c'est une fraction de l'eau ou un truc comme ça. Il faut voir si c'est une indivision, etc. Donc la dépendance, oui, mais la véranda pour la loi Carrez, oui, mais pour les surfaces habilitables, dépendance et véranda, c'est dans la loi du R156-1, on les exclut. Voilà, surface habitable. Alors c'est simple, hein, mis à part le chauffe-eau, la surface habitable est
plus petite que la surface carrée. Ouais. D'accord? Il y a beaucoup de cas particuliers qu'on enlève de la surface habitable. Donc, Autre véranda, question. non. Pardon. Véranda, non. Et dépendance, Dépendance, ça dépend. Mais ça, on reviendra plus en détail dans le prochain webinaire sur les cas de dépendance et ces notions de fraction de l'eau et de tout ça. voilà. Euh, Mais après, dans dépendance, il y a une certaine définition. Alors, tout dépend si on se réfère sur le code des général des impôts ou sur le code du CCH. Donc là, il faut qu'il me donne le cas et je répondrai parce que c'est pas si facile D'accord. que ça, en fait. N'hésitez pas à envoyer vos cas à contact@lafidi.fr. On fera une suite sur des cas particuliers. Et deuxième question, parce qu'on est toujours dans le partie commune, partie privative, donc plutôt sur la carrée. Lorsqu'il y a des balcons fermés, mais complètement fermés, est-ce qu'il y a une évidence sur le fait de les compter en partie privative ou pas? Est-ce que là, tu as Alors, tout un dépend en fait de la éclairage? définition de clos et couvert. Si c'est une partie privative, donc j'ai déjà rencontré des balcons qui sont en partie privative. Il y en a certains qui vous disent non, mais c'est jamais une partie privative, c'est faux. Des loggias peuvent être des parties privatives, comme des terrasses ou des trucs comme ça. Tout dépend en fait de ce qui est édité dans l'état descriptif de division, qui est un document obligatoire. Enfin, en tout cas, moi, je le demande presque tout le temps. Donc là, D'accord. c'est effectivement, on est en partie privative. C'est toujours la même question, hein. Si c'est clos et couvert, dans la définition du clos et couvert, alors c'est très compliqué, mais donc il n'y a pas de définition juridique ou législative pour l'instant définie, mais ça doit empêcher l'air de rentrer ou l'eau de rentrer. En gros, je peux le définir comme ça. Mais le bâti importe aussi. C'est-à-dire qu'en gros, on doit avoir une partie qui est construite à peu près comme le bâti lourd, qu'on appelle le bâti lourd ou le bâti principal. Mais dans ce cas-là, si c'est tout vitré, que ça ressemble à une véranda, etc., et que c'est clos et couvert avec une HSP supérieure à 1,80 m, il n'y a pas de souci. Même un balcon peut être intégré dans une partie privative, Mais à ces conditions-là, c'est mais clair. à des conditions et surtout faire attention au clos et couvert qui doit être vraiment bien défini. Voilà. Si le clos est couvert, c'est quelque chose qui est encore. J'ai pas encore trouvé vraiment la bonne définition du clos et couvert. Voilà. Alors, une dernière sur cette slide, une embrasure dans un mur, mais pour un passage entre deux pièces sans huisserie ni habillage. On en a parlé longuement l'autre jour. Ouais. En deux mots, que peux-tu nous en dire? Bon, alors là, ça c'est une discussion que j'ai eue sur le groupe de mesurage assez construite, hein, d'ailleurs. Je tiens à rappeler que les discussions que l'on a sur le groupe sont vraiment très très intéressantes et on apprend énormément de choses. Il faut être humble, hein, et dire qu'on ne sait pas tout, hein. Ça, c'est sûr et certain, dans notre métier, on ne connaît pas tout. Et on doit absolument se former, s'auto-former sans cesse et sans cesse. Et on a beaucoup d'échanges sur le groupe. Et c'est grâce à ces échanges que j'ai pu définir effectivement que un passage n'est pas une embrasure. Un passage ou une ouverture dans un mur. Alors là aussi, il y a la question en Carrèze, un mur porteur dans lequel on a fait un trou. Est-ce que c'est une partie commune le trou ou pas? Non, c'est pas une partie commune, c'est une partie privative. C'est pas le trou qui est défini comme une partie commune, c'est le mur. Donc dès qu'on a fait un trou, ça tombe dans le cadre de la partie privative. CF, en fait, le groupe de mesurage avec la jurisprudence que j'y ai insérée. Donc oui, un passage qui se trouve dans un mur porteur, par exemple, doit compter dans la Carrez. Il n'y a aucune exclusion qui permet de dire, ben non, on ne le compte pas. Très bien. On continue sur la slide suivante pour que tu nous dises, tu nous donnes envie de suivre les prochains. Alors, juste, bon, voilà, le placard surélevé. Encore une question sur le placard surélevé. On parlait de tout à l'heure du et exclusif dans la loi. Bon, là, je reste dans le cadre de la loi Carrez. Marche et cage d'escalier. Le et, c'est la marche d'escalier. Donc, c'est pas, donc déjà, c'est pas une rupture. Un placard surélevé, c'est pas une rupture de plancher, puisque la loi parle de plancher, euh, par exemple, unique, par plancher. On doit faire la mesure par plancher. C'est pas une discontinuité de plancher. Et si la hauteur est supérieure à 1,80 m, il y a aucune raison de l'exclure, le placard surélevé. Aucune. Même s'il y a une gaine, alors il y en a qui trouvent toujours des trucs.
pour dire mais, oui, mais non, mais on a toujours fait ça pendant 20 ans, etc. Non, c'est faux. Même si vous avez des tuyaux dans la dalle, ça ne l'exclut pas. Par exemple, un plancher chauffant, est-ce que vous excluez, par exemple, un séjour avec un plancher chauffant? Non. Donc, pourquoi un placard avec un tuyau dedans, on l'exclurait? Bon. Voilà, donc du coup, non, le placard surélevé, on ne l'exclut pas. Même si le truc, il fait 1,50 m et qu'on a une hauteur de 4 mètres, bon, c'est juste pour exagérer, mais en général, les marches qu'on a, c'est 8 cm, 10 cm, voire 15 cm. Alors, le cumulus, là, ça, c'est l'exemple typique, en fait, du problématique législative qu'on a eu. Euh, En fait, alors, ça a commencé avec la cour d'appel sur une première instance et j'ai trouvé un document en cour d'appel qui exclut le cumulus ou le chauffe-eau. En général, c'est le chauffe-eau. Si on doit exclure le chauffe-eau qui est, et ça y est, j'ai trouvé récemment en fait l'article qui oblige d'avoir l'eau chaude sanitaire chez soi, enfin un équipement qui oblige à avoir l'eau chaude sanitaire. Il n'y a aucune raison d'exclure le cumulus, sauf qu'on a une jurisprudence qui l'exclut. Donc, est-ce qu'on va prendre le risque, effectivement, de l'enlever ou de le garder? Vu qu'on a de la jurisprudence derrière, moi, je l'exclus. Mais il n'y a aucune raison de l'exclure. Donc, les juges peuvent aussi se tromper, c'est ce que tu nous expliques, mais quand il y a jurisprudence, il vaut mieux être prudent. On avance. Exactement. Alors, je vous annonce qu'on va dépasser un petit peu notre temps, mais vous êtes encore aussi nombreux et manifestement très intéressés. Donc, si tu le peux, Marc, on va prendre 5 minutes de plus encore pour continuer d'abord sur les cas que tu vas développer dans le prochain webinaire avec notamment cette autre vue et sa fenêtre de toit. Oui, par exemple, les fenêtres de toit. Alors, ça, c'est une personne que je respecte énormément qui m'a envoyé la jurisprudence sur la fenêtre de toit. Alors, est-ce que l'embrasure d'une fenêtre de toit est considérée comme une embrasure classique? Ben oui, parce qu'en fait, il y a un jugement qui dit que le toit est une prolongation en fait des murs. Donc, du coup, l'embrasure de fenêtre de toit est considérée comme une embrasure classique dans un mur porteur. Bon, bref, ça paraît parfois complètement comment dire, illogique, mais du coup, ben, la hauteur de fenêtre de toit n'est pas à prendre en compte en fait en surface carrée. C'est-à-dire qu'on la prend sur une mansarde, on la prend à hauteur de toit et pas à hauteur de fenêtre. Bon, voilà, ce sont le genre de cas particuliers qu'on va détailler dans le webinaire, le second webinaire. On a déjà la demande, alors je ne sais pas si c'est à la fin des slides, sinon on vous l'enverra, de l'adresse du groupe Facebook Mesurage pour pouvoir Mhm. profiter de ces échanges. Et donc, prochain webinaire avec beaucoup plus de détails sur ces cas pratiques. Entre deux et avant d'attaquer les définitions, un monsieur nous dit, mais alors du coup, mes rapports de mesurage boutin, je dois les appeler sur mesure de surface habitable ou comment je les appelle? Non, mais ça, à la rigueur, c'est pas très très important. C'est juste en fait euh, pour, euh, pour faire la distinction, c'est que la loi Boutin n'a pas inventé la surface habitable. La loi Boutin a obligé effectivement dans les bails signés d'intégrer la surface habitable et c'est tout. Voilà. Hmm. Mais Donc, on pourrait dire, par exemple, surface habitable dont la mention est obligatoire selon la loi Boutin dans et votre c'est bail. ça. Si Mais vous de voulez toute plus manière, normalement, précis. il y a la référence, la surface habitable. Euh, bon, alors on l'utilise maintenant dans le DPE, donc pour les maisons, on est obligé de la faire, mais en général, la surface habitable, c'est pour les locations. Donc, Oui. du coup, c'est automatique qu'effectivement, on se réfère à la loi Boutin, puisque c'est une obligation légale de l'intégrer Voilà, c'est une dans le document. obligation du bailleur vis-à-vis de son locataire. Voilà, Alors, le on document finit sur propriétaire. quelques définitions. On est toujours aussi nombreux. Donc là aussi, voilà, on va juste survoler. Mais ce travail que vous avez fait est extrêmement important parce qu'on pense parler de choses qu'on connaît. On se rend compte que les définitions n'étaient peut-être pas suffisamment bien maîtrisées, bien connues. Et quand on va à la définition, ça aide. Exactement. En fait, vraiment, la problématique, c'est pas la loi en soi, c'est les définitions qui importent et qui nous posent réellement de problèmes. Par exemple, pour la dépendance, là aussi, c'est quoi une dépendance? Enfin, quand j'ai commencé ce métier-là, c'est quoi une dépendance? C'est quoi la définition d'une dépendance? Et d'ailleurs, en fait, elle est définie dans deux codes pour vous dire en fait la problématique que l'on a. Donc, du coup, c'est vraiment la problématique, c'est définir les mots qui sont utilisés dans la loi. Et malheureusement, ben,
Il y en a certains qu'on arrive à trouver et d'autres qu'on n'arrive pas à trouver. Alors, un Alors, exemple, justement, quelques exemples que tu as pu trouver. voilà, la définition du plancher, c'est dans la circulaire du 3 février 2012, qui exclut par exemple, en fait, là-dedans, une piscine. En revanche, sera exclure de la surface les constructions ne formant pas de plancher tels que les pylônes, les bassins type piscine ou bassin de décantation ou les canalisations. Donc, il y a des documents qui définissent ce que c'est un plancher, etc. Si on peut passer au slide suivant, voilà, par exemple, le Code de la santé publique, article 1331-14. Là, vous avez des définitions assez intéressantes de la dépendance, de la cave, même la cave, hein. C'est pas évident de définir une cave. Et ça, c'est très important parce que quand on arrive sur une mission et que on voit en fait un local et qu'on n'arrive pas à mettre un descriptif cohérent par rapport à ce que l'on voit, on peut se reporter aux définitions. Voilà, une cave, c'est défini comme ça dans la législation. Un comble, c'est défini comme ça dans la législation. Une pièce de vie. Alors, la pièce de vie, ça aussi, ça a été un gros débat pour la surface de référence. Qu'est-ce que c'est une pièce de vie? Alors, si on doit attribuer cette définition à la pièce de vie telle qu'on la conçoit dans la nouvelle surface de référence du DPE, on va avoir beaucoup de soucis. Tout à Voilà, on fait. va avoir énormément de soucis parce que pièce principale destinée au séjour et au sommeil, bon, Ah, voilà. le bon sens nous dit que c'est insuffisant pour le DPE puisque des pièces éventuellement qui ne sont pas destinées au séjour et au sommeil mais qui ont été complètement aménagées, qui sont chauffées, qui sont occupées en permanence, ça pose vraiment la question pour le DPE. Ça fait partie des choses qu'on a portées là sur le débat, dans le débat sur les surfaces de référence pour que ces définitions reviennent aussi un peu à la logique même de ce qu'est le DPE et a du bon sens pour qu'il n'y ait pas d'erreur possible pour le diagnostic. Voilà. Euh, Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les définitions. Alors, si on peut, bon, voilà, la dépendance sur le Code général des impôts, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout est référencé dans le groupe de mesurage. Si on peut passer au slide. oui, Bon, là, oui, là, c'était pour faire référence à la véranda. Donc, en fait, ce qui a écrit dans la loi de la surface habitable, c'est article, donc les surfaces vitrées, type 155, article 155-1. Mais est-ce que la véranda rentre dans ce cadre-là? Pourquoi on l'a différencié par rapport à ces surfaces vitrées? Donc, du coup, là, on a la vraie définition des surfaces vitrées. Et alors, il y a un petit point, paragraphe C, être dépourvu d'équipement propre de chauffage. Donc ça rentre en contradiction avec la loi qui dit qu'on doit intégrer les vérandas chauffées. oui. Bon, voilà. Bon, bref, allez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plein de trucs qui sont... Mais il y a une question pertinente et ça on l'abordera lors du prochain webinaire, c'est que effectivement j'ai parlé d'éléments aménagés, chauffés, possiblement en sous-sol voire cave, mais le degré d'enfouissement du sous-sol est important pour savoir si c'est un sous-sol. Et ça, Marc, tu vas là aussi aller un dernier mot, Et puisqu'encore un une fois, dernier mot, et encore très nombreux. ouais, j'aimerais insister sur le fait que les définitions sont très très importantes. Slide qui suit. J'essaye, voilà. Voilà. Alors, ça n'a rien à voir avec la surface, mais je voulais quand même le définir. Pompe à chaleur. Donc, ça, c'est une annexe, vous le trouvez très facilement de 84 qui définit une pompe à chaleur. Donc là, récemment, il y a eu un jugement qui vous dit, bon, une clim réversible, c'est pas une pompe à chaleur. Alors, si on s'était référencé à cette définition, machine thermique mettant en œuvre un fluide qui, blablabla, hein, donc une clim réversible, c'est une pompe à chaleur RR. Bon, voilà. Donc, il y a un jugement qui a été jugé, mais sur des définitions complètement aberrantes. Bref, allez, je Donc, ne vais pas rentrer dans les détails. beaucoup de choses à préciser. Et juste pour revenir sur les fameux sous-sols, sachez que Marc a trouvé de la jurisprudence pour identifier un nombre de centimètres selon lequel on peut considérer que c'est un sous-sol ou pas. Mais que là aussi, la FIDI a demandé de manière un peu insistante que les autorités, je dirais, prennent leurs responsabilités sur la définition du niveau d'enfouissement d'un sous-sol pour le considérer ou pas comme un sous-sol. Alors, juste pour l'historique, pour les sous-sols, la définition que l'on avait, c'était un ancien article, alors je ne me rappelle plus, c'était du CCH, mais un article qui était attribué à la peinture au plomb et qui a été réécrit, etc. Et donc, du coup, qui définissait un sous-sol est défini par son degré d'enfouissement. Point.
Et donc, du coup, cet article a disparu, je ne l'ai pas retrouvé. Enfin, il est référencé dans l'historique, en fait, mais législatif, mais il n'est pas réécrit. Et il y a eu une fameuse question, donc en 2012, une lettre, enfin une question au gouvernement d'un sénateur qui a dit, c'est quoi le degré d'enfouissement? Il lui a dit, on ne sait pas. En gros, pour résumer. Et donc, du coup, vous avez aussi un rapport qui s'appelle le rapport Dial qui définit effectivement que la problématique, alors dedans, il y a quelques jurisprudences, mais qu'effectivement, la jurisprudence définit en fait, au-delà de 92 cm, ce ne serait pas en dessous de 92, c'est pas un sous-sol, au-dessus de 92, c'est un sous-sol. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est une moyenne sur tous les murs extérieurs, etc. Donc, on n'a aucune référence par rapport à ça. Vous avez le guide du Cérama qui vous dit oui, mais c'est à 1 mètre. Bon, pourquoi c'est à 1 mètre? C'est écrit où? Quel est le document législatif? C'est quoi la jurisprudence? On ne sait pas. Donc, du coup, ce qu'on veut, c'est vraiment définir précisément c'est quoi ce degré d'enfouissement et par rapport à quoi on le mesure. Voilà, et c'est notre responsabilité et c'est notre discours que l'on a eu avec la DHUP et le ministère pour Absolument. définir Et précisément. on va même aller plus loin en demandant, en exigeant, en tout cas en demandant fermement qu'il y ait sur ces sujets un peu sensibles, au minimum une publication comme le font d'autres directions, d'autres ministères, de questions-réponses avec des clarifications sur ces sujets. Je prends l'exemple de la métrologie. La DGT est en train de publier un question-réponse sur la métrologie et les stratégies d'échantillonnage. C'est 95 pages de précision sur les sujets que pose en fait non seulement la loi, mais aussi normes et règles d'application. Et c'est quand même très très utile parce que tout ne peut pas être écrit dans les textes de loi, ou alors on aurait des codes déjà qu'ils ont enflés, qui seraient pléthoriques. Un petit mot de la fin et de conclusion. On a perdu quelques connexions, mais pas beaucoup. Bon, Euh, ah non, oui, là, dans les, juste pour non, définir l'embrasure, le seul terme voilà, législatif que tu l'as j'ai, donné. donc voilà, un espace correspondant à l'épaisseur du mur est vidé au niveau d'une porte et d'une fenêtre. Donc on précise bien. Et la définition, c'est Larousse, hein, c'est pas bâti-bat, enfin ce que Mhm. vous voulez. Mais ce qui aurait été un petit peu plus précis, c'est au niveau d'une baie. Voilà. Mais là, on parle bien de porte et de fenêtre. Et donc, en un mot pour Allez, la en fin, conclusion, je suis désolé, on a été très 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 long, mais je pense que ça a été assez intéressant pour tout le monde. Donc, le droit protège les diagnostiqueurs sur plusieurs points, donc ça c'est très important. On ne doit pas vérifier l'aspect juridique en fait des locaux, déclarer, pas déclarer, c'est pas notre problème. On définit donc on mesure le bien tel qu'il se présente le jour de la mission. Alors ça, c'est très important parce qu'on prend une responsabilité sur la définition du local. Est-ce que c'est une cave, pas cave? Est-ce que c'est un garage, pas garage? Aménagé, pas aménagé? Donc ça, c'est très important. Parce que le nouveau descriptif, c'est celui qui va être écrit sur l'acte notarié, hein. OK. Euh, Bon, voilà. Donc le droit en soi, je ne vais pas rentrer en cas de réunion de l'eau, bon, bref. Le droit nous protège un petit peu. Mais par contre, on a des responsabilités. Donc il faut quand même derrière préparer. Et j'insiste sur le fait, parce que vous avez beaucoup de diagnostiqueurs qui vont dire oui, mais bon, voilà, j'ai un formateur qui m'a dit ça, ou un truc qui m'a dit ça, l'attestation de propriété, c'est pas l'essentiel. Non, c'est faux. Ce qui est vrai, c'est que le périmètre d'étude doit être parfaitement posé. Vous vous trompez sur le nom du propriétaire, vous vous trompez sur le numéro de l'eau, vous vous trompez, vous êtes attaqué, vous êtes attaquable, pardon. Donc le périmètre est important. Ensuite, notre responsabilité, c'est définir ce qui est partie privative de partie commune. Si on a les documents, si on n'a pas les documents, on met une mention comme quoi ben, on n'a pas eu les documents, donc il faut se référencer au règlement de copropriété ou à l'état descriptif de division. Ça, c'est très important. Tout noter. Vous avez des phrases types, vous notez tout, comme ça, vous vous protégez légalement. Et alors, et bien évidemment, on a parlé de l'obligation de résultat sur le mesurage Carrez. Là, ça, c'est de la technique. Donc, on va présenter dans le deuxième webinaire la technique qu'il faut utiliser pour mesurer de façon correcte, en fait, un bien par rapport à ce que l'on sait. Il y a toujours des zones d'ombre. Je n'ai pas la réponse à tout. Personne n'a la réponse à tout, malheureusement, parce qu'il y a des cas particuliers qui sont tellement particuliers qu'on n'aurait jamais pensé qu'ils existaient. J'ai des questions, mais enfin, bon, bref, je ne sais pas. Mais c'est très important. Notre métier, c'est d'assurer, de se rassurer, d'assurer, enfin,
ne pas avoir de risque potentiel d'être devant un juge. Donc ça, c'est la première base en fait, du diagnostiqueur, c'est se protéger au maximum. Je le répète, vous pouvez avoir tout l'aspect technique, existentiel, ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas rassuré sur une mission, n'intégrez pas la partie qui vous pose problème pour faire plaisir au propriétaire ou quoi que ce soit. Non, posez la question à un professionnel, à un notaire, à l'agent immobilier. Parfois, les agents immobiliers, ils connaissent très très bien le bien. Euh, mais n'intégrez pas quelque chose dont vous n'êtes pas sûr qu'il puisse être intégré par rapport aux documents que vous avez initialement. Ça, c'est très important. Voilà. Merci infiniment. On a répondu à tout, sauf au terrain en pente pour les histoires de sous-sol, mais ça, on va vraiment le garder pour la, la prochaine fois. Ah si, mais ça, c'est le décret de juillet Oui, de 2023. juillet, C'est une absolument. hérésie de dire que effectivement la pente de 10%, parce qu'un rez-de-chaussée, un rez-de-jardin, par définition, n'est pas un sous-sol. Je pense que c'est ça la question, c'est ça? Oui, en tout cas, Ouais, bon, bref. on fait référence au texte de juillet en disant, et alors, et le texte de juillet avec la pente du terrain. Mais Ouais, donc, tu dis, non, on ne parle pas de la même chose. Très bien. ouais. On doit s'arrêter vraiment, mais d'une part, on a répondu à toutes les questions qui ont été postées. D'autre part, nous sommes au RVDI, stand numéro 20, le 4 avril. N'hésitez pas à revenir nous voir et voilà, pour poser vos questions. Marc, un très grand merci et merci au groupe Mesurage qui apporte ses connaissances, ses compétences et qui les croise. On vous fera un petit retour évidemment de cette séance à tous qui étaient connectés avec l'adresse du groupe Facebook, avec des éléments de ce support et puis surtout avec les informations sur les prochaines sessions de webinaire où on va rentrer plus particulièrement sous l'angle technique, mais où on reviendra quand même au droit parce qu'il y a des choses qui sont importantes, notamment dans les définitions que tu as données, sur les cas pratiques. Et là, je vous invite, pour ceux qui ne sont pas encore adhérents à la FIDI, à le devenir, puisque on réservera ces séances très pratiques sur des cas à nos adhérents. Voilà, merci beaucoup de votre attention, ça a été un plaisir. Et on se retrouve au plus tard au RVDI le 4 avril pour tous ceux qui veulent nous rejoindre et voir évidemment l'ensemble de nos élus. On a des référents comme Marc sur le mesurage, sur d'autres sujets, le DPE, l'audit, le gaz, l'amiante. Voilà, donc on pourra échanger au RVDI. Merci beaucoup. Merci Très bonne Isabelle, merci à soirée. tous. Et les Merci. slides vont être rajoutés sur le groupe, hein, juste pour préciser. Donc, Tout comme ça, à tout le monde fait. les verra Et vont être diffusés aussi, bien sûr, sur l'extranet de la FIDI. sur l'extranet de la fille. À Merci à tous. bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.